monsieur, bonsoir. Votre émission Nul n'est censé ignorer la loi s'intéresse dans ce numéro à la procédure judiciaire applicable en matière de terrorisme. Pas besoin de vous dire que le terrorisme est une question d'actualité au Burkina Faso, mais compte tenu de la sensibilité et de la complexité du sujet, nous ne pourrons pas aborder certains aspects de la question dans cette émission. Et pour vous donner les réponses aux questions que l'on peut évoquer sur le sujet, nous recevons comme invité M. Idrissa Sylvain Sawadgo. Bonsoir, M. Sawadgo. Bonsoir, Mme Kaoré. Alors, vous êtes substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouaga 2 au Burkina Faso. Il faut dire que c'est cette juridiction qui est compétente pour gérer les affaires de terrorisme. Merci pour la disponibilité. Alors, première question, quelle est la définition juridique qui est attribuée au terrorisme? Merci, madame. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il n'y a pas de définition juridique universellement acceptée du terrorisme. Ce qui traduit, bien sûr, la complexité de la question. Donc, au niveau international, on a dû procéder par des conventions sectorielles pour incriminer certains comportements comme étant des actes terroristes. Et les États, bien sûr, se sont inspirés de ces conventions-là, chacun dans son territoire, pour définir des actes terroristes. Mais on est d'accord sur une chose, les actes terroristes, ce sont des actes qui sèment la terreur, qui causent la mort et dont les effets sont dévastateurs. Mais jusqu'à l'heure, les juristes, je dirais, ne se sont pas entendus sur une définition que tout le monde accepte. Et malgré tout, est-ce qu'il y a, par exemple, des faits ou des actes qui sont reconnus par la loi au niveau du Burkina Faso comme étant des faits ou des actes terroristes? Aujourd'hui, c'est la loi 25 de 2018 qui définit ce qu'on peut entendre par acte terroriste au Burkina. Et dans ce code, il est fait une distinction entre deux catégories d'actes de terrorisme. Il y a les actes terroristes par nature et les actes terroristes par le contexte. Pour être plus précis, pour les actes terroristes par nature, il y a la prise d'otage, voilà, l'enlèvement, la séquestration d'une personne jouissant d'une protection internationale, et j'en passe. Maintenant, pour les actes terroristes par le contexte, il y a les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique, l'enlèvement, les infractions à caractère informatique et les infractions en ce qui concerne la réglementation des armes. Voilà. Alors, substitut Sawadgo, lorsqu'il y a un acte terroriste qui est perpétré, à quel moment est-ce que la justice se met en branle pour intervenir? En principe, je dirais la justice intervient à tout moment, que ce soit avant la commission de l'acte, pour tenter de voir si on a pu identifier ceux qui sont en train de préparer l'acte, pouvoir mettre la main sur eux avant qu'ils ne passent à l'acte. Parce que l'acte terroriste, une fois qu'il arrive à agir, bon, les dégâts sont énormes. Donc la justice peut intervenir avant que l'acte ne se commette. Mais si malgré tout l'acte se commet, la justice va intervenir au moment où je dirais que l'intervention des FDS est achevée et que la scène du crime, comme nous l'appelons, est sécurisée. Et en ce moment, il y a la police scientifique et technique qui travaille sous la coupe du procureur et d'autres enquêteurs qui vont aller exploiter la scène de crime à la recherche, bien sûr, d'éléments que les personnes qui ont commis l'acte ont pu laisser sur place et qui puissent permettre de remonter jusqu'à eux. Okay. Et concrètement, lorsque vos services arrivent sur le terrain de l'attaque, vous avez parlé de recherche d'éléments. Concrètement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Je dirais que toute personne qui passe, nous sommes sur le plateau, le temps de quitter ici, on va laisser chacun une partie de nous, nos empreintes, je ne sais pas, des traces. C'est la même chose pour un terroriste ou un présumé terroriste qui vient commettre des attaques. Il y a des explosions, les débris du matériel explosé, ça peut être exploité pour permettre de savoir quel type d'explosif a été utilisé. Et l'exploitation aussi permettra de savoir le mode opératoire parce qu'on sait à peu près les groupes armés terroristes
quels sont leurs différents modes opératoires, ce qui donnera une idée de quel groupe a pu commettre l'attaque dans l'hypothèse, bien sûr, où il n'y a pas de revendication. Donc, si vous voulez, le travail, c'est passer au pain fin la scène de crime à la recherche d'indices qui vont être exploités après au laboratoire par la police scientifique et technique pour pouvoir donner une suite à l'enquête. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Après la phase à terrain, quelle est la suite? À quoi serviront concrètement les éléments et les informations qui ont été récoltés sur le terrain de l'attaque? Alors, les éléments qui ont été recueillis sur le terrain de l'attaque, généralement on parle de personnes armées non identifiées. Et s'il s'agit d'un attentat à l'explosif ou de nature kamikaze, donc la personne qui est venue commettre l'acte est morte, je dirais. Donc les éléments recueillis sur le terrain vont permettre bien sûr de rechercher à identifier d'abord cette personne, à quel groupe cette personne appartient, et évidemment peut-être d'autres éléments qui vont permettre de faire des traçabilités pour remonter au commanditaire de l'acte, étant donné bien sûr que l'auteur principal est resté sur le lieu de l'attentat. D'accord. Alors, on sait qu'en matière de justice, on a toujours parlé de présomption d'innocence. Est-ce que dans le cas où un terroriste est pris sur les faits, on peut toujours parler d'un présumé terroriste? Oui, c'est un principe, je dirais, qui n'a pas de dérogation sur ce sujet. Même si le terroriste, on l'a pris en train de tirer sur des gens, oui, le principe de la présomption d'innocence lui reste applicable. On ne peut l'appeler terroriste que lorsqu'il aura été jugé, reconnu coupable par un tribunal compétent. Et en ce moment-là, on pourra le qualifier de terroriste. Sinon, avant ça, il reste toujours un présumé terroriste. Alors, vous faites bien, on va aborder le volet jugement. Déjà, dans quelles conditions ce type de jugement est organisé? Alors, disons, c'est un jugement, je dirais, comme tout autre. C'est public? Oui, l'audience est publique. Ça, ce sont les principes généraux de fonctionnement de la justice d'une manière générale. Donc, l'audience est publique et les débats sont contradictoires. C'est-à-dire la personne a la possibilité de s'expliquer. C'est le procureur qui l'accuse. Donc, il a la possibilité, bien sûr, de combattre les arguments invoqués par le procureur pour sa propre défense. Et naturellement, toute personne qui souhaite venir suivre ces audiences peut venir suivre l'audience comme toute autre audience, je dirais. Est-ce que ce genre de jugement ne prend pas un peu plus de temps? Ce sont des dossiers dans lesquels vous aurez peut-être une dizaine, voire une vingtaine d'accusés par moment. Vous avez des dossiers où il y a une seule personne, 2, 3. Donc, en fonction du nombre de personnes et du nombre de victimes, je dirais. Voilà, parce qu'il faut entendre les victimes, interroger la personne accusée, entendre les victimes pour qu'on puisse expliquer les circonstances de commission des faits. Le tout pour permettre au procureur, je dirais, de convaincre les juges et permettre aux juges eux-mêmes d'être convaincus par les explications des victimes, des témoins et naturellement ce que la personne accusée aussi va donner comme explication. Donc ça peut prendre du temps, je dirais, pour certains dossiers, peut-être sur plusieurs jours. D'accord. Voilà. Et sur le plan des sanctions, qu'est-ce qui est prévu par la loi au Burkina Faso pour une personne reconnue coupable d'actes terroristes? Alors, je dirais, les actes terroristes, dans le code pénal, il y en a plusieurs. Donc, et en fonction de ce que vous avez commis comme acte, la sanction peut varier. Donc, ça va de l'emprisonnement à temps à l'emprisonnement à vie. Voilà. Donc, l'emprisonnement à temps, ça peut aller de 5 ans minimum, donc jusqu'à l'emprisonnement à vie. Il y a aussi des peines d'amende qui peuvent être appliquées et des interdictions, notamment des interdictions de territoire, si ce sont des étrangers. Donc, le tribunal peut les condamner à quitter le territoire burkinabé une fois qu'ils auront fini de purger leur peine. Il y a d'autres interdictions, la dégradation civique, donc vous ne pouvez plus être électeur ni éligible. Donc, ce sont des sanctions complémentaires qui peuvent être associées à la peine principale que constitue
la privation de liberté et l'amende. Alors, on va faire une halte, substitut Sawargo, dans cette émission pour suivre un peu l'avis des justiciables sur l'abolition de la peine de mort qui concerne également les auteurs d'actes terroristes à Campas de Burkinabé. Nous suivons ce micro-trottoir que nous avons tourné dans la ville de Ouagadougou. Bon, une fois qu'il est saisi, vivant, bon, aller vite le tuer, moi je ne pense pas que c'est bon. Non. Causer, échanger beaucoup avec lui, prendre du temps avec, parce que souvent certaines personnes ont été embobinées, ils ont été lavées au niveau du cerveau. Donc la compréhension de la chose est tout à fait différente. Mais une fois que la personne est saisie, alors je pense qu'un entretien vraiment approfondi avec la personne, on pourra arriver à lui, à la faire revenir à la bonne raison que d'utiliser l'arme facilement. Je ne trouve pas que c'est bon. Qui sommes-nous pour juger l'autre, jusqu'à le soumettre à la sanction suprême qu'est la peine de mort? Moi, j'aurais préféré, en tout cas, la prison à perpétuité pour quand même sensibiliser le temps à la personne de se repentir. Parce que ces gens, quand nous prenons le cas du terrorisme, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Non, moi je pense qu'on doit les tuer aussi. Quelqu'un qui tue quelqu'un là, on doit le tuer. Donc moi en tout cas, c'est ma loi à moi, selon mes pensées. Moi je pense qu'on devrait appliquer la peine de mort. Parce qu'il y a des actes, vraiment, qu'on ne doit pas prendre simplement la personne et l'envoyer en prison pour qu'il puisse subir ça. On devait le tuer en fait, comme on le dit. Voilà. C'est mon avis quoi. Par exemple, si on prend dans le cas du terrorisme, quelqu'un ne peut pas se mettre à tuer des gens et puis on va le prendre simplement, le mettre en prison, c'est pas possible. On devait appliquer ça à ces personnes en fait. Quand on note la vie d'autrui, c'est qu'on n'a plus aussi le droit de vivre. Parce que nul n'a le droit de doter la vie d'autrui. Le souhait était de les prendre et peut-être que c'est un réseau. Bon, on allait essayer de voir quels sont les meneurs et puis ça va aller encore plus quoi. Bon, si on prenait quelqu'un aujourd'hui et qu'on le tuait sans arracher quelques mots de cette personne, pourtant qui pouvait aussi nous amener un peu loin, bon, c'est ça. Un terroriste n'est jamais dans un état de conscience normale, donc c'est délicat. Donc s'il faut le tuer ou pas, c'est difficile, mais je pense que ce qu'il faut plutôt chercher à savoir toujours, c'est qui sont derrière. C'est eux qui sont les vrais responsables. Eux, forcément, il faut les exécuter. Ouais. Parce qu'ils passent leur temps à tuer. Et eux, ils exécutent les terroristes. Donc il faut forcément qu'on finisse avec eux. Je me dis que peut-être on peut le mettre en prison et puis essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Et les gens qui sont... peut-être il y a des gens qui sont derrière tout ça, quoi. Voilà, Substitut Sawargo pour ses avis partagés des justiciables. Est-ce que déjà vous comprenez ceux qui sont pour la peine de mort et pour les auteurs d'actes terroristes? Les actes terroristes, comme je l'ai dit à l'entame, ce sont des actes qui se caractérisent par leur atrocité. Donc, les terroristes tuent et humainement, on peut comprendre que quelqu'un puisse penser que on applique la loi du talion. Mais plusieurs études ont démontré que dans les pays qui appliquent la peine de mort, la criminalité n'a pas pour autant régressé. C'est ce qui a amené, j'allais dire, la communauté internationale à adopter un certain nombre de textes auxquels le Burkina est parti, qui encouragent les États à abolir la peine de mort et à remplacer cette peine-là par d'autres peines qui, je dirais, semblent plus efficaces. Alors, donc, ceux qui disent qu'il faut appliquer la peine de mort aux terroristes, leur position se défend, mais il y a que le législateur burkinabé a fait l'option de ne plus appliquer cette peine, peu importe le délinquant, que vous soyez un délinquant de droit commun ou un terroriste. Donc, les juges ne peuvent plus appliquer à quelqu'un, même s'il est reconnu coupable d'actes terroristes, la peine de mort. Donc, c'est seulement l'emprisonnement à vie qui est la peine maximale qui peut être prononcée. Alors, l'intérêt, j'allais dire, de condamner quelqu'un seulement à la peine
à l'emprisonnement à vie, c'est peut-être que la personne humaine est capable de changement. Ça, c'est mon point de vue. Et quand vous échangez avec certains d'entre eux, les motivations sont diverses. Comme ça a été dit dans le micro-trottoir, donc il y en a qui ont été trompés. Et une fois dedans, il est difficile pour eux d'en ressortir parce qu'ils ne savent pas, est-ce que si je reviens dans la société, est-ce que je vais être accepté, ainsi de suite. Donc, les garder en vie, ça permettra non seulement, comme quelqu'un l'a dit, de pouvoir remonter à d'autres groupes pour pouvoir les démanteler. Et ça me permettra aussi, j'allais dire, de récupérer ces gens. Parce que la sanction pénale n'a pas seulement pour but de sanctionner, mais aussi la réinsertion de la personne qui s'est écartée du droit chemin. Donc, on considère que ce sont des gens qui se sont écartés du droit chemin et qu'il faut travailler à ramener au sein de la société. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais à présent qu'on s'attarde sur un autre aspect assez particulier. Après l'attaque de Solan, il est ressorti officiellement que la majorité des assaillants étaient des enfants, des mineurs, dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Et dans ce cas précis, sur qui la justice a situé les responsabilités, aussi bien sur le plan pénal que civil? Alors, pour ce qui concerne les mineurs, je dirais au niveau international, on recommande de parler plutôt d'enfants associés aux groupes armés que d'enfants auteurs d'actes de terrorisme ou d'exactions. Alors, la responsabilité, je dirais, ça dépendra de l'âge pénal. Cela s'entend. La responsabilité pénale, ça dépend de l'âge de la personne, du mineur. Au Burkina, la responsabilité pénale, c'est à partir de 13 ans. Donc, à partir de 13 ans, vous êtes pénalement responsable. Ça veut dire que vous pouvez être poursuivi par un tribunal, jugé et condamné pour des actes répréhensibles. Ce qui n'est pas le cas pour l'enfant de 12 ans qui se retrouve impliqué dans une attaque terroriste. L'enfant de moins de 12, en dessous de 13 ans, on considère que ce sont des enfants en conflit avec la loi. Et la justice ne croise pas pour autant les bras. Donc, au niveau des juridictions, il y a ce qu'on appelle les juges des enfants. Et ces juges-là ouvrent ce qu'on appelle un dossier de protection. Ce dossier va permettre aux juges des enfants de placer ces enfants-là dans des centres parce qu'on va estimer que c'est parce qu'il y a eu un manque d'encadrement que l'enfant a pu dévier. Donc, pour lui donner un meilleur encadrement et espérer le récupérer. Maintenant, pour ceux qui ont 13 ans au moins, oui, la législation actuelle du Burkina Faso prévoit qu'ils peuvent être poursuivis comme auteurs. Seulement, au moment de la sanction, il y a ce qu'on appelle l'excuse de minorité qui peut leur être appliquée. Et si l'excuse de minorité est reconnue, la sanction qu'on va appliquer aux mineurs, ça sera la moitié de la sanction qu'on va appliquer à un majeur. Donc, quelqu'un qui est grand. Et nous, au plan civil, l'autre volet de la question, je dirais, pour pouvoir répondre des conséquences civiles de ces actes, il faut avoir la majorité civile, qui au Burkina est fixée à 20 ans par le Code des personnes et de la famille. Dans certaines conventions internationales, c'est 18 ans. Donc, si vous n'avez pas encore atteint la majorité civile, ce sont vos parents, vos représentants légaux, qui vont répondre des conséquences civiles de vos actes. Donc, devant le tribunal, on les appellera le civilement responsable. Et qu'est-ce qui est prévu pour eux en la matière, en termes de sanctions? Si la victime demande réparation et qu'on condamne l'enfant, par exemple, à payer 10 millions de réparation, donc ce sont ses parents qui vont devoir payer ces 10 millions. D'accord. Les parents vont souffrir, si vous voulez, dans leur patrimoine. Ok. Alors, vous avez un peu évoqué la question des victimes. Je voudrais un peu vous entendre là-dessus. Et est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus justement par la loi au Burkina Faso pour l'accompagnement, pourquoi pas le suivi psychologique de ces victimes? Le suivi psychologique, bon, je dirais, au niveau de la justice, je ne pourrais pas parler de ça, mais au moins pour la possibilité pour les victimes de faire valoir leurs droits devant une juridiction,
ça c'est prévu. Les victimes ont la possibilité de se constituer partie civile, donc pour demander la réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait d'un comportement qualifié d'acte terroriste. Et il y a aussi au niveau du ministère de la Justice un fonds qu'on appelle le fonds d'assistance judiciaire qui se met aux côtés des justiciables qui souhaiteraient avoir l'assistance d'un avocat, parce que la justice, je dirais, c'est par moments très technique. Donc, ce fonds-là peut accompagner les victimes à avoir un avocat qui va les guider sur les procédures à suivre pour obtenir une indemnisation du préjudice qu'ils ont subi. Justement, lorsqu'on parle de victimes, c'est jusqu'à quel niveau? Parce qu'on aura des blessés, peut-être les parents directs de ceux qui sont malheureusement décédés. Ici, quand on parle de victimes, il s'agit de qui exactement? Vous l'avez dit, il y a les blessés et naturellement, il y a les parents des personnes qui sont décédées. Les personnes directs ou bien ça peut aller jusqu'à un certain niveau? Non, les parents directs, je dirais, jusqu'au degré successif. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas participer à l'héritage de quelqu'un qui est décédé, on ne peut pas vous considérer comme étant victime si cette personne-là venait à décéder. Mais si vous pouvez participer au partage de son héritage, oui, vous pouvez venir, si la personne est décédée, demander devant la juridiction une réparation du préjudice que vous avez subi du fait de la perte de cette personne. Alors, M. Sawargo, parlez-nous à présent de vos conditions de travail durant toute la procédure judiciaire en matière de terrorisme. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez malgré les prérogatives que la loi vous offre en matière d'intervention? Oui, madame, les difficultés, je dirais, il y en a beaucoup. Vous avez parlé de prérogatives. Et de mon point de vue, je pense que la législation actuelle du Burkina nous offre suffisamment de prérogatives, mais les difficultés peut-être se trouvent à un autre niveau. On a parlé de terrorisme, donc de faits très complexes, et souvent dans les communiqués, on parle d'hommes armés non identifiés. Voilà. Donc, la complexité réside dans la possibilité pour nous déjà d'identifier ces personnes que d'aucuns appellent les gens de la brousse. Donc, s'ils sont en brousse, comment les identifier? Mais sur ce point, je dirais, les services d'enquête font un travail formidable, mais il reste que c'est un travail qui se fait dans des conditions très, très difficiles. Il y a aussi, je dirais, le manque de moyens matériels au niveau de la justice pour pouvoir mener à bien son travail. Et en dehors du matériel, il y a la ressource humaine. Voilà, le nombre de personnes affectées au traitement de ce genre de dossier, je dirais, ce n'est pas extraordinaire. Donc, alors que pour une réponse rapide à ce type d'actes, il faille qu'on ait un nombre important de magistrats affectés au traitement de ce genre d'affaires, ce qui va permettre à la justice d'envoyer un message tout de suite et maintenant, ou en tout cas dans un temps raisonnablement acceptable, pour que la population sache que non, la justice ne reste pas les bras croisés. Justement, est-ce que vous estimez que la législation burkinabé est assez forte, assez solide pour justement décourager des potentiels terroristes? Oui, la législation en elle-même, comme je l'ai dit, oui, il y a la peine maximale qui est l'emprisonnement à vie qui est prévu. Et si cette sanction doit être un élément de découragement d'autres personnes de s'engager sur le terrain du terrorisme, je dirais que c'est suffisamment dissuasif. Mais est-ce que, effectivement, ces gens qui se livrent à ces actes terroristes-là ont encore peur d'une quelconque sanction? C'est ça. Je pense que la principale question se trouve à ce niveau et il y a un travail, j'allais dire, de sensibilisation peut-être à faire. La sanction judiciaire ou la sanction pénale ne suffira pas. Vous pourrez condamner quelqu'un à l'emprisonnement à vie ou à l'emprisonnement à temps. Un jour, il sortira. Maintenant, si vous n'arrivez pas à enlever de sa tête
ce qu'il avait convaincu de commettre, ce qu'il a commis, à sa sortie, il va reprendre. Alors, sinon, la législation, je pense qu'elle est suffisamment étoffée et dissuasive. Alors, dernière question sur Sissi Saourgo. Aujourd'hui, quels sont les défis pour la justice burkinabé pour mieux jouer sa partition dans ce combat qui est engagé depuis quelques années contre le phénomène du terrorisme au Burkina? Les défis, je dirais, c'est peut-être pour la justice de pouvoir instruire efficacement et juger le plus vite possible les personnes impliquées dans des actes terroristes. Parce que, de mon point de vue, cela participe aussi de la pacification de la société. Donc, si vous avez pris quelqu'un présumé terroriste, que le tribunal juge la personne, estime, vous êtes coupable, vous allez passer tant de temps en prison. Si la personne n'est pas coupable, on relaxe la personne et la personne ne peut pas vaquer à ses occupations. Donc, pour que la justice puisse mener à bien son travail, je dirais, il faut les moyens matériels, humains, mais aussi la collaboration de la population. Parce que, je l'ai dit, souvent, le juge, ce n'est pas un génie, donc c'est ce qu'il peut obtenir comme élément de preuve qu'il va mettre dans son dossier et apprécier la culpabilité de la personne qu'il a en face de lui. Donc, sans ça, sans la participation de la population, je dirais que l'œuvre de justice n'aboutira qu'à des résultats non voulus, je dirais, pour, bien sûr, des personnes qui sont accusées d'actes de terrorisme. Merci, M. Idrissa Sylvain Saourgo, substitut du procureur, près le tribunal de grande instance de Ouaga 2. Merci d'être passé, éclairer les Burkinabés sur la procédure applicable en matière de terrorisme au Burkina Faso. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de votre émission Nul n'est censé ignorer la loi.